Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission spéciale Diaspora. Spéciale Diaspora de ce vendredi 15 août 2008 reçoit le docteur Oscar Kachala, ancien candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité. Dr Kachala va faire les points sur la santé actuelle de la République démocratique du Congo, sur les premières assises de Congolais de l'étranger, sur le système éducatif congolais, les contrats signés entre le gouvernement chinois et le gouvernement congolais, la situation à l'est du pays, sa candidature, l'opposition, et il ne manquera pas de proposer quelques solutions sur la crise multiforme que traverse la République démocratique du Congo. Spécial Diaspora d'aujourd'hui est une production et une réalisation de Congo Vision. Mais commençons par présenter notre invité. Dr Oscar Kachala est président de l'Union pour la reconstruction du Congo, IREC en sigle. Il a un doctorat en cancérologie et en immunologie de l'Université d'Harvard. Il est membre de plusieurs organisations savantes dont la Société américaine de cancérologie clinique, American Society of Clinical Oncology. Médecin bien connu et bien respecté, Dr Kachala est professeur d'immunologie à l'Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill. Il est né le 4 août 1954 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. D'une famille de 8 enfants, il fait ses études secondaires à Lubumbashi et débute ses études universitaires à la faculté de médecine à l'Université de Kinshasa en 1974. En 1980, il obtient son doctorat en médecine et poursuit une spécialisation en pathologie. Il va en stage à l'Université de Lausanne et à l'Université de Genève en Suisse en tant que médecin assistant. Il défend ensuite sa thèse en pathologie à l'Université de Kinshasa où il reçoit le diplôme de spécialiste en pathologie. En 1986, il est nommé directeur du Centre national du cancer et s'en va plus tard étudier aux États-Unis d'Amérique en cancérologie, virologie et immunologie à l'Université d'Harvard et à Massachusetts Institute of Technology. En 1992, il est proclamé docteur en sciences à l'Université d'Harvard. Voilà, vous avez là une idée sur notre invité. Passons maintenant à notre entretien. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme nous vous le disions à l'ouverture de ce programme, nous recevons aujourd'hui de Boston aux États-Unis une personnalité politique et scientifique qui a beaucoup de choses à dire sur le Congo. Non pas seulement parce qu'il est fils du Congo, mais surtout parce qu'il a posé sa candidature pour briguer la magistrature suprême de ce pays-là en 2006. Il s'agit du professeur Oscar Kachala. Docteur Kachala, à la veille de l'élection présidentielle en 2006, plusieurs Congolais avaient entendu parler de vous pour la première fois. Un candidat sérieux, compétent et intègre venant des États-Unis, un candidat différent des autres. À ce jour, il y a des compatriotes qui se demandent toujours qui est Dr Kachala. Alors, voudriez-vous vous présenter aux fidèles de Congo Vision? Bien, merci bien mon frère pour l'occasion que vous me donnez pour pouvoir m'exprimer et discuter avec vous des questions importantes qui ont lieu, en fait, des questions importantes, je disais, donc, qui concernent le développement de notre pays. Donc, qui je suis Oscar Kachala. Je suis congolais, né à Lubumbashi
en 1954, il y a plusieurs années maintenant. Je suis père de plusieurs enfants, marié à Madame Prudence Kachala. Nous sommes établis aux États-Unis et je suis sur le plan professionnel professeur de médecine de cancérologie et d'épidémiologie à l'université de la Caroline du Nord à Chapel Hill. Je suis également donc le chef du département de cancérologie à la société Merck, la société allemande Merck KGaA. Cette société qui a une branche américaine consacrée au cancer établie à Rockland au Massachusetts. Voici un peu de moi qui je suis. Ok, puisque nous allons parler du Congo, commençons par savoir comment le Congo se porte aujourd'hui. Si on prenait un pouls de façon très sérieuse sur la situation du Congo en faisant le tour de la vie nationale, on va se rendre compte que le Congo aujourd'hui est plus malade aujourd'hui qu'il l'était au moment où nous avions participé aux élections. C'est un pays qui connaît des difficultés énormes sur le plan social, du fait de l'appauvrissement continu de la population. C'est un pays qui, sur le plan du développement, a des barrières très très sérieuses et même une régression, je dirais, du fait que la santé de la population est beaucoup plus mauvaise qu'elle l'était avant, parce que les chiffres de mortalité infantile et maternelle que nous avons aujourd'hui sont beaucoup plus élevés que ce que nous avions avant. C'est un pays qui, sur le plan de l'encadrement de la jeunesse et de l'enseignement, qui a fait une régression aussi, taux de rétention scolaire beaucoup plus bas qu'il l'était avant. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce qu'il faut savoir, c'est donc un pays qui, sur le plan du partenariat international, connaît des problèmes énormes parce que la plupart de nos partenaires ne nous respectent plus sur le plan des conventions et sur le plan notamment de l'assistance. Nous avons également dans ce même domaine un gros problème de relations internationales qui explique que le pays, le Congo, est isolé davantage qu'il l'avait été avant. Donc c'est un pays qui est à genoux maintenant et qui demande une action de choc pour pouvoir se remettre sur les pieds. Et en tant que Congolais vivant à l'extérieur du pays, vous avez sans doute appris que du 30 juillet au 5 août 2008, il s'est tenu à Kinshasa les premières assises des Congolais de l'étranger. Quel regard portez-vous sur ces assises? Écoutez, je pense que tout pays a droit à fonder ses espoirs sur le plan de la relance des activités nationales sur tout son peuple, c'est-à-dire les Congolais qui vivent à l'intérieur du Congo, mais aussi les Congolais qui vivent à l'extérieur, qui constituent, à mon sens, un potentiel énorme pour relancer des activités de l'État et notamment assister l'État. Je suis bien au courant de la conférence que Madame Tchomba, vice-ministre, je pense, pour les Congolais de l'étranger, etc., avait organisé à Kinshasa. C'est je dirais donc, une initiative à encourager, mais malheureusement, il y a énormément de failles, ou plutôt de fissures dans cette action. La première, c'est que les assises ont été convoquées de façon un peu inattendue. Le processus n'était pas transparent, de sorte que la plupart des gens qui pouvaient prendre part à ces assises, y contribuer de façon substantielle, n'étaient pas au courant, n'étaient pas invités. Il y a aussi le processus d'invitation qui n'est
n'était pas très clair. Donc on ne sait pas qui est invité, quels étaient les critères pour être invité à ces manifestations. Je pense également que le plan des discussions n'était pas un plan qui était un plan sérieux, dans la mesure où les problèmes qui touchent vraiment à la fibre nationale et au développement national n'étaient pas discutés en profondeur, ce qui signifie qu'en fin de compte, on se dit est-ce que ce n'est pas une conférence qui était organisée pour donner plutôt l'occasion à certains de nos frères et sœurs d'aller au pays faire du tourisme. Mais à mon avis, je crois que c'est un premier pas, toujours des embûches sur le terrain, l'initiative est bonne. Nous attendons donc dans l'avenir que les choses sérieuses puissent s'organiser, d'autant plus que je connais certaines des personnes qui peuvent avoir pris part à ce genre de réunion et ceux qui étaient à Kinshasa, qui sont des gens extrêmement sérieux et des gens très compétents. Donc il y a peut-être la meilleure façon serait de laisser les cartes entre les mains des Congolais qui sont à l'extérieur, de façon à ce qu'ils puissent développer un agenda, un ordre du jour de la réunion, et peut-être prendre une part active dans l'organisation de ce genre de réunion, plutôt que laisser à l'État, au gouvernement congolais. Un des objectifs spécifiques de ces assises était de sensibiliser les Congolais de l'étranger au développement de la République démocratique du Congo et de mettre à la disposition du pays leurs compétences et leur expertise. Concrètement, comment la diaspora congolaise peut-elle contribuer à la reconstruction et au développement du Congo? Je crois que c'est une chose très simple. Il faut d'abord remarquer que les Congolais qui sont à l'extérieur ne sont pas désensibilisés en ce qui concerne la nation. Je crois qu'ils sont peut-être mieux outillés comparativement à nos frères qui sont au pays quant à la connaissance profonde des problèmes qui se posent au pays et peut-être même sur le plan quand on considère les pistes éventuelles de solutions. C'est des gens qui sont en contact avec les milieux étrangers qui font des analyses approfondies avec les think tanks, donc les organisations intellectuelles qui sont nombreuses, par exemple ici aux États-Unis, qui suivent le développement du Congo de près. Mais alors, je crois que tout le monde est sensible, tout le monde veut contribuer. Votre question sur la contribution éventuelle, je crois que c'est une question extrêmement importante. Ce qu'il faut, c'est une refondation du Congo. C'est ce dont nous avons besoin. Donc, refonder le Congo en partant disons, de l'axiome qu'un Congo vidé par la prédation est un Congo qui va continuer à saigner sans arrêt. Un Congo caractérisé par l'incompétence sur le plan administratif est un Congo qui va droit dans le mur. Ce que nous avons ici, ce que nous avons beaucoup de personnes, donc de Congolais, qui, sur le plan de l'administration par exemple, ont un degré élevé de connaissance parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent au sein des organisations gouvernementales, au niveau des sociétés, qui ont des règles très strictes sur le plan du fonctionnement et sur le plan des performances. Donc c'est des gens qui iraient au Congo, qui pourraient prendre part à l'administration congolaise, travailler avec ceux qui sont sur place pour remettre sur pied l'administration publique du Congo qui est tout à fait inefficace. En plus, nous avons besoin de gens au niveau du cadre d'enseignement. Nous en avons plusieurs ici qui enseignent dans les universités, dans les écoles secondaires, etc. Ces gens pourraient aller dans notre pays et essayer d'aider dans ce cadre-là, au lieu que le Congo se mette à importer, par exemple, des professeurs qui viennent des nations étrangères. Il y a beaucoup plus important, c'est que nous n'avons pas de classe moyenne dans notre pays, nous n'avons pas de véritables hommes d'affaires honnêtes qui comprennent bien le sens des affaires et qui ont des contacts aussi à l'extérieur. Ces gens pourraient aller dans notre pays, créer des sociétés et avec leurs partenaires à l'extérieur, les encourager à venir investir dans notre pays.
il y a tellement de choses à faire que les gens qui sont à l'extérieur, donc nos frères et sœurs, pourraient contribuer de façon massive. Mais le problème c'est qu'on ne va pas dans le vide, on ne va pas dans un pays où il y a une insécurité qu'il faut absolument défier, on ne va pas dans un pays où il n'y a pas de transparence politique, où il y a la violence politique et physique, etc. En se disant, ben, on va y aller et puis la situation va changer. Donc il faut qu'au départ, les autorités congolaises prennent en main le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience du fait que leur présence dans disons, à la tête de ce pays-là, mais aussi dans plusieurs secteurs du gouvernement, signifie donc qu'ils vont gérer un pays, protéger les citoyens et puis les mettre à l'aise. Il faut que ces conditions soient réalisées avant que les gens se disent, écoutez, nous pouvons y aller sans avoir en tête l'idée qu'il y a quelqu'un qui a un fusil qui viendra le soir m'assassiner, etc. Il faut que ces choses-là soient établies d'abord, afin que les gens se sentent à l'aise, et je vous assure et je vous garantis même qu'il y a moyen en ce moment qu'une véritable contribution puisse venir, pas simplement Western Union, mais une véritable contribution des Congolais qui s'implanteraient au Congo, travailleraient avec ceux qui sont sur place la main dans la main pour aider notre pays à aller de l'avant. Il faut également, je finirai par là, une structure importante de lobby. Il faut permettre aux étrangers de nous connaître, de connaître le Congo, pas seulement que c'est un pays qui a des richesses énormes, mais savoir qu'il y a un peuple qui a un cœur tendre, qui a besoin d'aide, qui a la main tendue pour apprendre, et que ce peuple est un peuple glorieux qui a la capacité d'inventer aussi. Donc, les autres doivent connaître notre culture. Nous sommes un peuple extrêmement riche, pas parce que nous avons de l'or et du diamant et du cobalt, mais nous sommes un pays riche parce que nous avons un cœur tendre, parce que nous avons une culture extrêmement riche et variée dans notre pays. Voilà. Vous avez parlé de Western Union. Nous savons que la diaspora congolaise soutient tant soit peu l'économie du pays par les transferts de fonds à travers Western Union notamment. Mais en plus de ces transferts de fonds, le Congo peut bien bénéficier du transfert des connaissances et des compétences scientifiques et techniques. Comment voyez-vous se réaliser un tel transfert ou une telle collaboration, surtout dans les domaines médicaux, votre domaine de formation? Oui, chaque action doit être accompagnée d'une volonté ferme et une détermination ferme de la continuer. Je pense que il y a une série de prémices qui doivent être réalisées. Il faut d'abord un plan. On ne peut pas aller au Congo en se disant on va contribuer au développement de notre pays sans que ceux-là même qui sont sur place, pas tellement la société civile, mais le gouvernement, puisse avoir un plan très précis de ce qu'il attend des Congolais qui viennent de l'extérieur. Donc il faut créer un cadre très précis, avec un plan très précis, des objectifs bien définis pour faciliter la tâche à ceux qui viennent, de façon qu'ils viennent dans ce pays-là en sachant exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, dans quel secteur, quelle est l'assistance éventuelle de l'État pour les aider à contribuer au développement du pays. Ça, ce sont des éléments de base qui doivent être établis. On n'en parle pas souvent. La bureaucratie au Congo est une bureaucratie meurtrière sur le plan des affaires, où les gens doivent venir, ils doivent passer beaucoup de temps à tourner en rond, et en plus ils doivent sortir aussi de l'argent, parce qu'il faut corrompre des gens, etc., pour qu'on vous signe des papiers. Ce sont des barrières énormes. Qu'est-ce que les Congolais peuvent faire, enfin ceux qui sont à l'extérieur? C'est comme je le disais tout à l'heure, quand vous regardez les secteurs du développement national, dans le domaine économique, il y a une stagnation, une régression, parce qu'il y a d'abord une inflation dans le pays,
il y a aussi une sécheresse sur le plan des revenus au niveau national, parce que les affaires qui se font là-bas ne produisent pas beaucoup d'argent qui va dans les caisses de l'État. Donc il faut commencer par mettre de l'ordre de ce côté-là. Les gens vont venir, ils vont investir. Hein. Les Congolais, quand on voit en fait les Africains en général, hein, quand vous prenez les Africains qui vivent à l'extérieur, il y a des études qui ont été menées. Il y a notamment le professeur George Haïti à American University qui aussi écrit là-dessus. 40% des investissements dans notre pays viennent de ceux qui sont à l'intérieur et le reste vient de l'extérieur. Et quand vous voyez ce qui vient de l'extérieur, le gros vient en fait pas tellement des sociétés qui sont là, mais ça vient des fils même du pays, dans les pays qui sont organisés. Donc j'imagine qu'en allant au Congo, nous allons nous impliquer dans le secteur économique en créant des affaires. Nous allons aussi nous impliquer dans le secteur de l'administration publique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un secteur extrêmement important pour essayer d'aider l'État ou le gouvernement à mettre au point un système de gestion des affaires publiques qui est un système important. Il y a des réformes qu'il faut faire au niveau de tous les secteurs pour les rendre beaucoup plus efficaces, rendre la production économique beaucoup plus efficace. Il y a dans mon propre domaine de la médecine, il y a tout à refaire. Tout à refaire. Il y a d'abord sur le plan de la planification, on ne peut rien planifier si on n'a pas les statistiques sur le taux des maladies, où ces maladies sont prédominantes ou prévalentes, et combien de personnel de santé nous avons dans ce pays-là. Et donc dans le domaine de la planification, il faut des gens qui viennent, qui travaillent avec l'État pour leur montrer exactement comment est-ce qu'on peut développer un plan concernant la santé publique pour la protection des populations qui ait un sens. Il y a aussi tout le cadre de la régulation en ce qui concerne la consommation des produits, les cosmétiques, les médicaments par exemple, les aliments. Il n'y a absolument pas d'organe de régulation au Congo, hein, ce qui est extrêmement important. Donc il faut que dans ce domaine de la régulation, il puisse y avoir des experts qui aillent là-bas pour aider le gouvernement à mettre cela au point. Et ensuite, il y a tout ce qui est domaine de la prévention des maladies. Il y a tout ce qui est domaine du traitement des maladies. Les maladies comme le cancer, nous n'avons pas un centre de cancer dans un pays comme le nôtre. Donc, vous imaginez. Mais tout cela ne se fait pas dans le vide. Tout cela exige donc qu'il puisse y avoir un plan global de développement au niveau de l'État et du gouvernement qui définissent bien entendu les objectifs, mais qui reprennent aussi un peu dans l'un de ces prévisions le rôle que les Congolais qui sont à l'extérieur, ou plutôt la diaspora, pourraient jouer pour aider le gouvernement à aller de l'avant. Parce que jusque-là, ce que nous avons vu, c'est un gouvernement qui est là, amorphe, apathique, et un gouvernement qui ne compte que sur l'aide de l'extérieur, c'est-à-dire l'argent des autres. Les autres, ce sont les Chinois, ce sont les Libanais, les Indiens, etc. Mais on ne pense pas au potentiel que représentent les Congolais qui sont à l'extérieur. Nous allons d'ailleurs parler des contrats avec les Chinois d'ici là. Mais un autre secteur important pour le redressement du Congo, c'est l'enseignement. Le système éducatif congolais connaît aujourd'hui une grave crise. Si vous étiez demandé de proposer une solution pour revigorer l'école et l'université congolaise, quelle serait votre solution? La solution commence d'abord par, à mon avis, elle commence par un encadrement idéal du corps enseignant. On ne peut pas confier l'enseignement et construire, ou plutôt établir un enseignement de qualité si l'enseignant lui-même n'est pas bien encadré, n'est pas bien supporté. C'est-à-dire qu'il faut y avoir un support financier considérable. J'entends par là les salaires qui
et différentes compensations pour ceux qui enseignent, mais il faut aussi un support sur le plan de la formation continue pour les enseignants, parce que nous sommes très loin de tout ce qui se passe en sciences, que ce soit les sciences naturelles, que ce soit les sciences physiques, biologiques, le reste, nous sommes très loin de la réalité, parce qu'on n'a pas accès à l'information de première main, l'information la plus importante. Donc il faudra concevoir un système où il y a un recyclage des enseignements et même une formation à courte durée à l'extérieur des enseignants qui sont là-bas. Il faut un gros programme pour mettre les enseignants d'abord dans un cadre qui leur permettrait d'évoluer comme enseignants dans un pays comme le nôtre, parce que le but en fait de tout cela, c'est créer une jeunesse très bien éduquée qui peut entrer en compétition globale avec une jeunesse n'importe où, sur le plan intellectuel, performance intellectuelle. Ensuite, ce qu'il faut, c'est bien entendu, il faut se rassurer qu'il y a des infrastructures de base qui soient fonctionnelles. J'entends par là, les écoles doivent être des écoles modernes. Une classe doit avoir une salle avec une toiture. Il ne faut pas qu'il y ait des trous dans la toiture, qu'il n'y ait pas de toiture quand il pleut. Les enfants doivent retourner chez eux à la maison, où ils doivent aller sous les arbres, et cela se voit également au niveau universitaire, etc. Donc il faut à ce niveau-là des structures de support. Il faut des structures de support didactique aussi. Nous sommes à l'époque de l'ordinateur pour permettre à nos étudiants d'être beaucoup plus efficaces, et productifs aussi, et leur permettre aussi d'être en contact avec le monde. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut informatiser à tout prix. Ce qu'il faut ensuite, c'est l'enseignant, l'étudiant lui-même, que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau tertiaire, donc au niveau universitaire. Il faut qu'il puisse y avoir un plan qui tient compte des réalités qui sont les nôtres. Dans un pays comme le Congo, où le chômage atteint 87, peut-être 3%, les parents n'ont pas d'argent pour payer le Minerval. Il faut donc que l'État, dans un premier temps, parce que l'État doit faire un effort pour créer l'emploi, mais dans un premier temps, puisse mettre au point une véritable structure de support des parents en ce qui concerne le paiement des Minerval. Donc il faudrait, en ce moment-là, permettre aux enfants d'aller à l'école et d'avoir des bourses comme nous on les avait aussi quand nous étions à l'université au départ. Nous avions une bourse qui venait de l'État qui nous aidait à aller de l'avant parce que tout le monde n'a pas de parents riches dans ce pays-là. Ce qu'il faut aussi, il faut alors que sur le plan national, toujours, il faut un plan sur le plan, dans le cadre de l'éducation qui mette très clairement au point les objectifs que le gouvernement voudrait s'assigner et atteindre en ce qui concerne la formation des étudiants, la formation des élèves. Il faut que cela soit mis au point et soit encouragé. Finalement, dans le cadre de l'enseignement, il est extrêmement important de créer un esprit élitiste qui pousse nos étudiants à aller au-delà de ce qu'on attend, c'est-à-dire d'être en mesure de créer une propriété intellectuelle. Nous devons avoir la capacité d'inventer. L'université est une pépinière qui permet à une nation de créer. Ces étudiants, quand ils reçoivent un bon enseignement, seraient donc en mesure de créer comme on le voit ici. Et les étudiants, ensemble avec le professeur des brevets d'invention, parce qu'ils font de la recherche, etc. Bref, il faut relever la qualité de l'enseignement en passant par tout cela. Une question m'a souvent été posée. Écoutez, dans le temps, il y avait des étrangers, des Belges, des Français, etc., qui avaient des écoles. Ils les géraient très bien, formaient très bien. Est-ce qu'il ne faut pas de faire un appel à ces gens pour qu'ils puissent retourner et prendre l'enseignement en main? Ma réponse a toujours été non. Je crois que nous avons des Congolais très compétents. La plupart sont à l'extérieur. Et c'est toujours la même chose, la gestion et la planification. Quand vous prenez ces gens, ils sont des gens intègres, vous les mettez à la tête des institutions comme un ministère de l'enseignement, mais aussi être directeur d'un centre
écoliers, etc., d'une école, d'une université, ils savent comment gérer. Tout ce qu'il faut, ce sont les mécanismes de support, mais alors on peut, dans le cadre de la collaboration, comme ça se fait partout, faire venir nos amis qui sont les étrangers, ils peuvent venir passer 1 mois, 2 mois, 3 mois enseigner, et ça se fait pas en sens unique, ça se fait aussi dans l'autre sens où nos gens peuvent aller ailleurs. Je crois que c'est ça le gros. Je pense que ce qui échappe au gouvernement et ce qui échappe à beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes à l'ère de la globalisation où chaque élève formé au Congo, chaque étudiant formé au Congo, un jour devra entrer en compétition avec ceux qui sont formés au Japon, en Philippines, en Chine, aux États-Unis, en France et ailleurs. Alors que si l'étudiant n'a pas ou l'élève n'a pas les outils en main, on ne peut pas se tromper, il ne va pas gagner cette compétition. Et le Congo sera un pays qui va stagner comme toujours et nous ne ferons pas un progrès vers l'avant. Avant de parler de contrat avec les Chinois, est-ce que nous ne surestimons pas les compétences des Congolais qui vivent à l'étranger par rapport à ceux qui sont au pays? Je ne dirais pas que nous surestimons. Ce que je dirais, cela, à mon opinion, est tout à fait vrai. C'est que les Congolais qui vivent au Congo ont des obstacles continus tous les jours. Rappelez-vous que dans notre pays, la majorité, nous avons un GDP qui est environ 724 $, si on croit aux chiffres. Moi, je crois que c'est beaucoup plus bas. Le produit national brut. Oui. Voilà, le produit national brut. Nous avons également plus de 80% de Congolais qui vivent dans l'état de pauvreté absolue, c'est-à-dire avec moins de 1 $ par jour, par tête. Vous ne pouvez pas comparer nos compatriotes sur le plan de l'aisance matérielle à ceux qui vivent à l'extérieur. Si vous avez une aisance matérielle, si vous ne vous préoccupez pas des problèmes de la faim, vous avez alors le temps de penser à autre chose. Autre chose, c'est-à-dire étudier avec beaucoup d'acharnement, parce que vous avez accès à tous les outils qui sont importants. Vous avez aussi le temps d'écouter, faire le tour d'horizon de l'actualité internationale. Vous avez le temps d'aller à des conférences qui vous coûtent de l'argent, parce que chez nous c'est extrêmement difficile que les gens sortent 1 000 $ ou 600 $, etc. pour payer le droit d'accès à des conférences qui sont des conférences très importantes. Donc je dirais que d'une manière générale, à mon opinion, les Congolais qui sont à l'extérieur sont mieux outillés, ils sont mieux préparés aussi. Mais alors, ceci est un mythe, à mon avis. On en parle souvent, on dit les Congolais de l'extérieur ne connaissent pas la situation du pays. Écoutez, parce qu'ils ont vécu là-bas tout le temps, ils ne savent pas ce qui se passe au Congo. Moi, je crois qu'on doit stopper de tenir un tel langage, parce que, écoutez, aux États-Unis, on ne dit pas l'Américain qui vit à l'extérieur ne connaît pas les États-Unis, ou le Français qui vit à l'extérieur ne connaît pas la France. Ce sont des arguments médiocres qu'on amène même en politique pour disqualifier les gens et tout. Je crois que ce sont des arguments médiocres. Je crois que les gens connaissent le Congo. Nous avons tous été là, nous y allons de temps en temps. Et puis nous connaissons les vraies réalités de ce pays-là. On sait ce qui se passe à Kinshasa, à Lubumbashi, à Sankousou, ce qui se passe à Kisangani, à Aru, Dongo. Nous suivons la situation, nous savons ce qui se passe dans notre pays et des fois nous le savons beaucoup mieux. Donc je crois que c'est un chimère que de dire les gens qui sont à l'extérieur sont coupés de la réalité du Congo. Mais c'est quoi la réalité du Congo? C'est la faim, c'est le vol, c'est les viols, c'est le meurtre, c'est des magouilles au niveau du gouvernement, c'est l'insécurité que nous savons qui bat son plein, c'est le désespoir d'un tout un peuple qui est là, qui crie dans le noir pour que les gens viennent pour le sortir de là. Donc nous ne sommes pas des aveugles, nous voyons comme tous les autres qui sont au pays,
notre acuité visuelle peut être meilleure d'ailleurs dans plusieurs domaines. Et une autre réalité du pays, ce sont les 5 chantiers du gouvernement. Et pour financer ces chantiers, il y a eu ces contrats signés entre les entreprises chinoises, quelques entreprises chinoises et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Quelle est votre évaluation critique de ces contrats? Oui, mon frère, je me retrouve des fois comme dans une salle de cinéma en train de voir un film macabre. On parle même des chantiers, ça devient ridicule en fin de compte. Combien de fois entendez-vous des pays sérieux parler de chantiers? Écoutez, il y a beaucoup de pays qui sont en train de se développer. Le Bangladesh, par exemple, le Pakistan, malgré les problèmes des milices et des guerres, des talibans et tout ça, c'est un pays qui fait un bond en avant et tout. Dubaï, combien de fois on parle de chantier, ça devient comme une histoire ridicule. Je pense que ce qu'il faut, d'abord quand on évolue la performance du gouvernement, on se rend compte que c'est une performance, il n'y a pas de performance en fait. J'allais dire une performance négative, ça n'existe pas. Il n'y a pas de performance. Le gouvernement fait du surplace, comme on le dit à Kinshasa. C'est un gouvernement qui n'a pas fait un bond en avant en quoi que ce soit. Sinon, en voyage à l'extérieur, dépenses inutiles d'argent et tout ça. Donc à ce niveau-là, on n'a pas fait un bond en avant. Mais alors, la question que vous posez, qui est une question importante en ce qui concerne les investissements des Chinois chez nous. Bon, écoutez, un pays comme le Congo ne peut pas s'empêcher d'avoir des partenaires. D'ailleurs, la richesse et la réputation d'un pays, c'est d'avoir sur le plan global, d'établir un partenariat global. Et c'est même l'un des critères du développement d'après les objectifs du millénium. Donc on ne peut pas empêcher le Congo d'avoir des amis à gauche et à droite, etc. Et la Chine étant l'ami du Congo, le Congo a le droit de se dire, écoutez, nous avons des amis qui viennent et qui nous amènent de l'argent, qui investissent. Mais là où le bas blesse, là il faut être, je pense, quand on a un esprit analytique et qu'on est patriote, là on doit être très précis. C'est sur la nature des contrats qu'on établit. On ne peut établir des contrats judicieux que quand les contrats protègent l'intérêt national qui est en fait l'intérêt du peuple. Prenons les choses au sérieux, mon Dieu. Le Congo appartient aux Congolais. Ce pays-là, comme je l'ai toujours dit, appartient à tous les Congolais que nous voyons. Nous tous et nos enfants, nos frères qui sont là-bas et leurs enfants, tout, c'est un pays qui appartient au peuple. Le sol du Congo appartient aux Congolais, que ce soit un aveugle, un estropié, un militaire, ceux qui ont attiré à la guerre, qui est dans son lit malade. C'est leur pays, c'est pas le pays d'un clan, une classe dirigeante. C'est un pays qui appartient aussi à la classe dirigeante, comme il appartient au peuple qui est pauvre. Donc on ne peut pas, de surcroît, se décider un jour, se lever un jour et dire nous allons prendre tel partenaire du pays, nous allons le donner à telle entité industrielle, sans au préalable discuter avec le peuple, ne fût-ce qu'à travers ses représentants, et dire écoutez, voici ce que nous, en tant que gouvernement, nous voulons faire, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi on pose la question? On la pose parce que le pays appartient au peuple. Ça, c'est la chose que les dirigeants dans notre pays n'ont jamais saisi. Que ce peuple-là, c'est le propriétaire de ce pays. Le peuple peut se lever un jour et dire, écoutez, on vous fout à la porte et tout parce que ce sont nos biens. Imaginez-vous, vous avez une maison, votre famille est là dedans, personne n'a le droit de venir prendre cette maison, sortir de la famille et jeter les choses à l'extérieur, dire, ben, ce n'est plus à vous, nous mettons quelqu'un d'autre, à moins que ce soit une maison pour laquelle on ne va pas tout payer. Mais alors, si la maison vous appartient, ben écoutez, elle vous appartient. La maison, c'est comme le Congo, ça appartient aux Congolais. Donc on ne peut pas amener des gens dedans sans demander aux Congolais, aux propriétaires s'ils veulent ou pas. Le problème du contrat chinois, c'est que ce n'est pas un contrat judicieux. Quand on analyse, M. Lumbi, je pense, il était allé négocier toutes ces choses-là,
Je crois qu'au moment de négociation, ils n'ont pas fait attention. Il y a aussi le PDG de la GKMI qui était là pendant 3 mois en discutant avec les Chinois. Je crois que l'intérêt de la nation n'était pas porté à cœur. Parce que quand on décide de prendre 8,4 milliards de dollars ou un peu plus, qui n'est en fait rien du tout. Bill Gates a une fondation qui a plus de 60 milliards de dollars et tout ça. Donc c'est absolument rien du tout pour un pays comme le nôtre. On ne peut pas se dire, écoutez, nous prenons 8 milliards parce que nous allons construire des routes et des hôpitaux, 134 hôpitaux et cliniques et tout. Et puis vous on vous donne le sol, vous creusez, vous le prenez ce qu'il y a dedans pour une durée presque indéterminée, 30 ans ou 50 ans, c'est énorme. Et il y a aussi les dessous des cartes que les gens ne connaissent pas. Écoutez, quand on a signé ce contrat, est-ce qu'il y a eu des pourboires? Est-ce qu'on a corrompu quelqu'un? Si ça s'est fait, c'est une trahison au niveau national, parce que ça ne doit pas se faire de cette manière-là. Il y a tout un tas de choses dans ce contrat qui ne privilégient pas le Congo. Et ensuite, il faut être assez critique. Il faut se dire, les routes qu'on construit, est-ce que ce sont des routes desserte nationales ou ce sont des routes d'exploitation? Si ce sont des routes d'exploitation, si on construit Kasumbalès à Lubumbashi, il faut se dire, est-ce que c'est pour sortir le sol du Congo, permettre la sortie du sol et une meilleure exploitation qui va favoriser l'autre, ce qui est la Chine, ou bien c'est pour permettre aux Congolais d'avoir leurs camions, faire du commerce, des ambulances s'il y en a, de circuler dans les meilleures conditions et tout. Et ça, c'est, je crois, la plaie profonde dans laquelle on continue à creuser pour appauvrir le pays. Parce que l'autre dimension, c'est la dette extérieure qui s'élève à plus de 10 milliards de dollars. Ben écoutez, quand nous allons prendre de l'argent là-bas et que nous allons en France ou en Belgique, maintenant on a des problèmes avec des Belges et tout, pour demander que les institutions de Bretton Woods puissent baisser un peu la tension et puis deviennent généreuses pour nous donner de l'argent et tout, mais soyons sérieux. Les gens se disent, écoutez, vous avez un endettement extérieur à 10 milliards de dollars, avec les services de la dette qui vont monter chaque année, comment est-ce que vous pouvez prendre autant d'argent de l'autre côté et comment allez-vous rembourser? Parce que vous êtes un gouvernement qui ne produit absolument rien. C'est en faisant cet exercice et en réfléchissant de façon critique, on se dit, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça n'a pas été bien structuré, ça n'a pas été bien pensé, et nous avons agi en fait un peu comme des enfants. Et c'est ça les problèmes continus d'un gouvernement qui n'a pas la tête sur les épaules. C'est ça le problème du Congo. Une question par rapport à votre candidature. Vous vivez aux États-Unis depuis plusieurs années. Dans ces pays, il y a une tradition dans la préparation des élections à n'importe quel niveau. Les candidats se constituent une base, ce qu'on appelle ici grassroots. Votre campagne de 2006 a peut-être failli dans ce sens parce que vous n'aviez pas établi une base solide au pays et ici. Quelles dispositions allez-vous prendre pour rectifier cette erreur dans l'avenir? Oui, mon frère Ngoma, je dois vous avouer deux choses. Je pense que nos adversaires politiques, en fait, c'est pas tellement nos adversaires politiques, ce sont nos concurrents qui sont au pouvoir. Ils le savent très bien. L'argument sur lequel on s'est arrivé trop tard, ça ne tient pas debout, Imaginez-vous que tous les chiffres qui vous ont été cités, 3,6%, 4%, auxquels on ne croit même pas, je dois vous avouer. Ces chiffres-là nous avons été élus par la population congolaise sans battre réellement campagne. Parce que, vous vous souvenez, au mois de mai de 2006, on a arrêté toute mon équipe de sécurité, on a mis toute ma campagne électorale au ralenti, on nous a filé des agents de sécurité partout où on allait, nous avions nos matériels de campagne, on en a volé presque le tiers, nous a empêchés de nous déplacer, nous avions les moyens de déplacement que nous avions emmenés sur place, donc les 30 jours de campagne n'ont pas été 30 jours de campagne pour l'Union pour la reconstruction du Congo, l'UREC, mon parti,
nous n'avions droit qu'à 3 jours de campagne. 3 jours, les 3 derniers jours. Et pendant que nous étions là, comme on dit, quand on est en campagne, on se mène des guerres. Certaines guerres sont de bonnes guerres. On a fait courir les bruits selon lesquels soit j'avais rejoint un parti, une alliance, soit j'étais rentré aux États-Unis, j'étais plus candidat, mais simplement parce que nous n'avions que 3 jours, alors on a dû voler, nous sommes allés en Bandaka où on est arrivé le soir, c'était difficile même d'avoir l'Antonov qu'on a pu louer pour y aller parce que nos propres moyens n'étaient plus disponibles, on avait tout refoulé. Nous sommes allés là-bas, Bandaka arrivé la nuit, nous étions très bien reçus, mais Bandaka à 18h il fait noir, comme dans le ventre d'une baleine, donc on ne pouvait absolument rien faire, on a pu rencontrer les notabilités de la place et le matin, pendant 30 minutes, on a rencontré les chefs coutumiers et puis on a parlé au peuple. On a sauté dans l'avion, nous sommes allés à Bomba à 45 minutes à l'aéroport, c'était ça notre campagne. Et puis de là, nous sommes allés à Mbujimaï, on est arrivé là-bas, on n'a pas eu le temps de faire vraiment la campagne. On est allé à Kananga, le matin il y a eu un match de football Chinkunku contre une autre équipe, on a parlé au peuple au stade. On a sauté dans l'avion, nous sommes allés à Lubumbashi où je suis né, je suis resté 45 minutes à la place de la poste, c'était ça ma campagne, et puis on est retourné. On n'est pas allé au Bandundu, on n'est pas allé au Bas-Congo, on n'est pas allé à plusieurs endroits. Kisangani, on a fait 30 minutes seulement et on est rentré. Tout ça, on devait le faire dans 2 jours et demi. Et c'est ça la campagne. C'est ça, ce n'est pas une campagne comme elle avait été prévue. Mais malgré cela, nous avons été nommés, nous étions les premiers dans des places comme Kasaï occidental, Kasaï oriental, nous étions premiers à Moanda, nous étions 3e à Matadi, nous étions 3e à Kinshasa. Nous avons été élus par des gens simplement parce qu'ils ont entendu parler de nous, ils ont entendu notre message, qui est un message de réconciliation nationale, un message d'espoir, un message que le Congo ne va pas descendre aux catacombes. Il y a les fils du Congo et les filles du Congo à l'extérieur et au Congo qui vont aller main dans la main pour arracher le pouvoir. Ça n'a pas pris le pouvoir en place. Donc ils ont tout mis en place avec leurs amis pour en fait torpiller notre campagne électorale. Mais Dieu sait, nous avons été élus par un grand nombre de Congolais. Alors comment cela va changer? Les choses vont certainement changer, sont en train de changer maintenant. Les choses d'abord sur ce plan, c'est que le peuple a élu des gens et ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça la solution. Aujourd'hui, à l'est du pays, où on semble avoir élu le chef de l'État massivement, on se rend compte en fait que l'est du Congo et le torchon est en train de brûler à bas avec des crimes odieux pour lesquels les gens vont payer un jour. On ne va pas laisser aller ça. Les gens sont dans l'insécurité, les femmes sont en train d'être violées de façon massive, père obligé de violer sa fille, mère obligée d'être violée par son fils et puis être tué. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire pour l'histoire de ce pays-là. Les gens se sont rendus compte d'abord, que ce gouvernement, ceux qui sont là, nos frères qui sont là-bas, ils n'ont pas ces capacités de gouverner, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Donc il faut une nouvelle génération de gens qui viennent à la ressource de ce peuple. Deuxièmement, c'est que nous ne sommes pas bêtes, nous avons vu ce qui s'est passé, on s'organise en conséquence, et nous savons aussi d'où venait la force qui a supporté ceux-là qui sont au pouvoir. Donc nous avons un travail énorme, et nous avons fait un travail énorme, un travail de discussion avec les autres pour montrer que l'intérêt de notre nation prime. Cela n'empêche pas aux autres d'avoir leurs intérêts aussi, mais ça doit se faire dans un sens de telle manière que les principes d'éthique qui gouvernent les affaires, ou devront gouverner les affaires sur le plan international, soient respectés. Il n'y a pas de raison que les choses se passent différemment au Congo, parce que ce peuple congolais est un peuple comme tout peuple du monde. C'est un peuple valeureux, donc en disant valeureux, il a la même valeur que le peuple de France, de Belgique, des États-Unis d'ailleurs. C'est pas parce que nous
nos gens à l'Équateur se promènent torse nu et des fois sans habit, que nous sommes inférieurs. Nous sommes des gens et nous avons notre dignité en tant que peuple. Et cette dignité devra être saluée et respectée par les autres et nous allons le faire. Il y a aussi maintenant un message à notre peuple, hein, de travailler ensemble, de ne pas d'être conscient sur le plan des enjeux que nous avons. Construire un peuple, construire un pays, fortifier un peuple, construire un pays, ça demande énormément de valeur, ça demande aussi de la noblesse. La politique est un art noble qu'on salit. La politique n'est pas sale, mais c'est un art noble qu'on est en train de salir. Et nous sommes là, nous avons élevé le débat, nous allons l'élever d'un cran, de sorte que les gens se rendent compte que, en fait, recevoir 10 dollars aujourd'hui ne signifie pas que votre vie va être améliorée. Les gens ont appris, nous allons passer beaucoup de temps à leur apprendre. Mais ensuite, nous allons travailler maintenant avec tout le monde. Hein. Écoutez, nos adversaires politiques, ou nos concurrents politiques sont nos frères. Ils sont seulement du mauvais côté disons, de la clôture. Ce que nous devons faire, c'est ramener tout le monde ensemble et dire, écoutez, frères, vous avez été là aux affaires pendant très longtemps, voici les résultats. Soyons intellectuellement honnêtes, soyons humains, ayons un cœur compatissant. Vous avez été aux affaires, ça n'a pas marché. Je crois qu'il est temps, dans un pays sérieux, on démissionnerait. Il est temps maintenant que vous laissiez la place à ceux-là qui sont de véritables bâtisseurs, qui ont la compassion pour le peuple et qui ont la crédibilité internationale de façon à ce qu'ils puissent travailler avec les autres. Il y a aussi un autre élément qui est un élément important. Nous allons à ces élections qui vont venir, nous serons extrêmement forts. Hein. Financièrement, on ne va pas nous arrêter. On a essayé de nous arrêter notre foi et tout, mais on ne va pas nous arrêter. Hein. Nous allons aux élections et ça va être du très sérieux. À ce moment-là, c'est que les gens verront, ils verront une véritable transformation des UREC et avec une alliance des partis sélectionnés en nous basant sur des valeurs morales et puis l'attachement à la nation. Et comme je disais, c'est une conquête du pouvoir pour construire ce pays-là et apaiser le peuple sur tous les plans. Nous allons apaiser nos voisins aussi. Nous avons un message pour eux que nous avons préparé, que nous continuons à raffiner, pour leur dire, écoutez, le Congo n'est pas là pour être exploité, mais il n'est pas votre ennemi. Nous devons ensemble constituer une force régionale qui doit faire défi à tous ceux qui existent ailleurs. Donc, nous serons aussi au Congo. Moi, je vais descendre au Congo, je l'ai annoncé. Je serai là, je vais travailler là-bas et les choses vont aller de façon différente cette fois-ci, je pense.